Une étude du MIT, le prestigieux Massachusetts Institute of Technology, publiée le 14 janvier dernier, affirme que le massacre chimique du 21 août 2013 sur la Ghouta orientale syrienne a été perpétré depuis une zone rebelle. Rédigé par Richard Lloyd, ancien inspecteur de l'ONU et spécialiste des missiles, et Theodore Postol, professeur au MIT, le document de 23 pages prouve que les attaques chimiques ont tout simplement été lancées depuis une zone tenue par les rebelles syriens. Pour étayer leurs propos, les deux experts américains ont étudié des centaines de photos et de vidéos d'ogives, de restes de roquettes, d'impacts sur le sol et de barils contenant de gaz sarin publiés sur Internet. Cela leur a permis d'établir le volume de gaz sarin utilisé, la portée des missiles, leur direction ainsi que l'endroit d'où ils ont été tirés. Et c'est notamment la question de la portée des missiles qui apparaît primordiale. Les missiles utilisés semblent être des Grad, une arme bas de gamme possédant une portée de 2 à 5 km avec des armes conventionnelles et dont l'imprécision est assez importante. Cette analyse est partagée par Åke Sellström, l'inspecteur en chef de l'ONU en Syrie. Ce chiffre de 2 à 5 km remet totalement en cause le rapport américain dont John Kerry, le secrétaire d'État américain, a fait la pierre angulaire de la politique américaine. C'est la nouvelle fiole de Colin Powell brandie à la veille de l'attaque sur l'Irak. Ce rapport met en effet l'origine de l'attaque au cœur de la zone encore contrôlée par le régime légal de Syrie à plus de 10 km. C'est donc techniquement impossible. Le rapport des services secrets français était encore plus grossier et plus ignoble car il publiait des photos montrant des cadavres d'enfants. Enfants qui se sont révélés être ceux de fidèles alaouites du régime de Bachar al-Assad, enlevés à l'attaquer et assassinés par les amis de Laurent Fabius. Sans le coup de maître de la diplomatie russe et l'intelligence du pouvoir syrien qui accepta immédiatement de confier ses armes chimiques à l'ONU, la Hollandie menait l'Europe dans une nouvelle guerre, illégale au regard du droit international, et rasait son ancien protectorat sous les bombes. Les avions de l'armée de l'air avaient déjà décollé quand les USA ont sifflé la fin de la partie. Dans un état de droit, l'enquête du MIT aurait dû faire la une de toute la presse hexagonale. Quand la diplomatie d'un pays est prise en flagrant délit de manipulation et de mensonge à ce point, nous sommes dans une affaire d'État. Ce n'est pas une démission de Laurent Fabius qui serait en jeu, mais bel et bien un procès pour haute trahison et complicité de meurtre. Il est certain que les services français savaient que les auteurs des attaques à l'arme chimique étaient du côté rebelle. La Turquie avait arrêté sur son sol des cellules terroristes avec des fûts de gaz sarin. Un journaliste enlevé par les djihadistes, Pierre Piccini, avait averti dès sa libération en septembre 2013 que ces geôliers revendiquaient la responsabilité du massacre. L'armée syrienne a maintes fois rendu public les témoignages de rebelles arrêtés avant avoir transporté des cargaisons suspectes. Mais rien n'a filtré dans la presse française. Aujourd'hui encore, il n'y a que Le Point qui publie le rapport du MIT. Pour autant, le seul à oser le remettre en cause n'est autre que Laurent Fabius. C'est celui qui a le plus à perdre. La Cour pénale internationale a autorité pour juger de sa culpabilité. Avec les princes saoudiens et qataris, il est comptable de chaque mort causée par les rebelles islamistes en Syrie, par l'appui financier, technique et politique qu'il a apporté à la pseudo-rébellion syrienne. Une enquête internationale devrait faire toute la lumière sur les raisons qui ont motivé ce soutien inconditionnel à des assassins de masse clairement identifiés. Et si l'une de ces raisons est une action sur ordre d'un pays tiers ou par proximité intellectuelle avec lui, alors la France devra elle-même le juger pour haute trahison. Il serait en effet temps que la France juge ces hommes politiques qui ont d'autres allégeances que les seuls intérêts du peuple français. Elle retrouverait ainsi sa place au premier rang du Conseil.